Il y a plusieurs dossiers en développement à Petite-Rivière-Saint-François. Il y a un bouillonnement qui se fait au village et aujourd'hui, on reçoit le maire de Petite-Rivière-Saint-François, Jean-Guy Bouchard. Bon matin. Bon matin, monsieur. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je commencerai en vous parlant d'un règlement de contrôle intérimaire qui a été adopté récemment à la MRC de Charlevoix, qui venait limiter le nombre d'unités d'hébergement en zone forestière privée à 12. Oui. Et puis, vous êtes sorti publiquement de votre côté en disant « on n'est pas certain, le chiffre nous paraît bas ». Parlez-moi un peu plus. Bien, c'est sûr que 12, par rapport à ce qu'on avait comme possibilité de développement dans ce secteur-là, c'est drôlement différent. Il y avait un projet, finalement, qui a chatouillé un peu tout le monde quand on l'a présenté, mais c'est un projet qui était évidemment très préliminaire. C'est un projet à lequel l'intérêt était là, mais il y avait plusieurs conditions rattachées. Et tout ça a fait, à un moment donné, qu'il y a des gens qui se sont préoccupés par rapport au nombre d'hébergements qui étaient prévus à cet endroit-là. Fait que là, le moratoire a permis, à un moment donné, d'avoir une réflexion sur l'ensemble aussi des autres municipalités, à savoir est-ce qu'on permet, à un moment donné, de grands projets comme ça dans le secteur forestier le long du corridor routier. Et c'était correct de faire la réflexion. Oui. Sauf qu'à un moment donné, quand on est arrivé sur une proposition de 12 unités par rapport au potentiel qu'on pourrait cibler, on trouvait ça un peu différent. C'est sûr qu'il y a des consultations. Les propriétaires de terrain ont besoin de se faire entendre, puis pour ça, ils pourront peut-être faire valoir soit finalement l'opposition, et ainsi de suite, puis en discuter avec la MRC. Mais pour nous, ça aurait pu aller plus loin. Vous auriez été proposé quoi, 24, 18? Entre 12 puis 50, il y a des chiffres, là. Ça aurait pu... de façon à ce que vous rendre un projet intéressant et rentable aussi. C'est tout le volet. Oui, j'investis, mais quand je regarde là, le territoire, un gros potentiel, mais c'est très limité en termes de pouvoir de projet d'expansion. Fait que donc, ça ne m'intéresse pas d'investir, pas capable de rentabiliser mon investissement. Ça, c'est un élément qui est quand même... C'est un frein pour vous? Oui. Justement, là, parlant du territoire, les zones forestières privées sur le territoire municipal de Petite-Rivière-Saint-François, en avez-vous une idée de quelle proportion ça représente? Bien, on a beaucoup. Tout le territoire est presque en zone forestière, à part des bandes riveraines le long de la zone urbanisée. Là. Oui. Mais sauf que c'est quand même des zones qui en ont une bonne partie en développement dans les projets que tout le monde connaît, qui sont déjà avancés énormément. Il reste quand même encore quelques potentiels en termes de développement, mais il y en a beaucoup aussi qui ont été mis sur des zones de réserve, qui sont un peu comme sur le frein, pour permettre à un moment donné de faire avancer ceux qui étaient déjà là et qui sont lotis, puis à laquelle les gens s'y intéressent à construire dans les résidences de touristes. Il reste encore quelques endroits, autour de 150-200 résidences de touristes potentielles de construire, avec les routes, puis les services sont déjà là. On parle des services en montagne, il n'y a pas des services intermunicipaux comme on peut s'imaginer. On est à ça. Je pense que les autres de réserve sont vraiment des zones qui sont réservées pour des réflexions futures, puis voir ce que ça va donner dans le temps. Puis vous voyez le genre de projet qu'on fait avec les règlements d'urbanisme sont quand même assez contraignants pour les promoteurs qui veulent avancer. On limite la coupe d'arbres, puis on contrôle ça avec un ingénieur forestier. Puis on veut que l'implantation des résidences dans des territoires quand même qui sont quand même en lotissement à 5000 mètres, c'est quand même assez grand, avec des distances de voisinage qui sont obligées de respecter pour ceux qui font de la résidence de tourisme. Fait que ça permet d'avoir des projets de qualité dans un boisé extraordinaire. Puis ça limite un peu aussi le nombre d'unités dans les espaces consentis pour le développement. Fait que tout ça, pour ceux qui sont là, ça va. Puis pour les autres, on est vraiment sur le pied sur le frein pour pouvoir permettre, à un moment donné, de voir dans le temps comment est-ce qu'on peut s'arrimer. On veut garder aussi l'aspect de la nature de notre village aussi. L'environnement, puis le cachet entre le fleuve et la montagne. Il faut faire attention à des grandes percées visuelles qui permettraient finalement de laisser des traces pour l'avenir. Même si on dit que la coupe forestière, le bois repousse, c'est pas toujours évident aussi. Ça prend toujours une cinquantaine d'années, ça change de génération. Là. Vous avez une belle ambiance, vous avez de paysages magnifiques à Petite-Rivière-Saint-François. Ça fait 350 ans que la municipalité a été fondée. On célèbre ça cette année. Vous avez d'ailleurs annoncé que vous investissiez 300 000 dans la programmation Parc des Riverains, mais on ne la connaît pas encore, la programmation. On est presque rendu au mois de mars. Quand est-ce que ça va arriver? C'est parce que je ne voudrais pas nécessairement prendre la place du comité qui travaille énormément. Déjà là, je vais vous prochainement, avec l'arrivée des sucres, il y a une super de grosse fête de fête parce qu'on a collé principalement
l'historique de l'ensemble des fêtes 350 sur les événements qui sont déjà connus, qu'on a finalement bonifiés, parce qu'on ne peut pas inventer la rue. La tradition à Petite-Rivière, c'était tout le lien maritime. Il y aurait des activités qui sont toujours liées au passé des ancêtres, puis à ceux qui ont largement continué et puis qui ont profité finalement du fleuve Saint-Laurent pour l'économie de l'époque. Oui. Après ça, bien, tu as toute la volaille érablière qui est une tradition. La cabane à sucre. La cabane à sucre traditionnelle qui a toujours été présente puis qui, avec le temps, avait été un peu oubliée, mais on veut tout le temps que ça continue parce que ça fait partie de notre tradition. Donc là, une fête qui sera organisée prochainement? On a une grande fête là, dans le secteur, à un moment donné, moi, j'appelle ça la montagne allégorie, puis j'ai dit secteur allégorie, mais c'est la coop l'affluent qui en est responsable de maintenant de la cabane à sucre. Puis il y a des gros événements qui sont prévus là, dans les prochains mois d'avril pour pouvoir permettre l'activité cabane à sucre, mais de façon beaucoup plus élargie, parce qu'il y a un magnifique endroit, puis il y a beaucoup ici d'espace, puis il y a beaucoup d'érablières aussi, puis c'est toujours agréable pour les gens de se retremper dans la tradition d'autrefois. Puis on ne veut pas que ça se perde. Vous attendiez de l'argent du fédéral pour le parc des Riverains. En ce moment, le Parlement à Ottawa est prorogé. On ne sait plus trop ce qui se passe. Est-ce que vous êtes toujours confiant d'avoir cet argent-là? Bien, écoutez, à partir des contributions qu'on met, il y a tous des partenaires qui sont attachés à ça au niveau dans les commanditaires, ou toutes les entreprises, puis aussi les partenaires des gouvernementaux. Mais actuellement, on n'a pas de réponse, mais on est en train de travailler sur un legs qui va laisser des traces à la fin des fêtes de 325e sur l'histoire de Petite-Rivière. Il y a encore beaucoup de choses à rattacher, mais principalement, ça va être déposé au gouvernement fédéral. C'est déjà avancé au niveau de l'analyse pour le concept, mais là, il reste encore du travail à faire. Mais c'est des choses comme ça. Mais naturellement, on s'attend aussi que tout est au ralenti. Même au gouvernement du Québec, on connaît une période de coupure. On avait des grands projets un peu comme le secteur à un moment donné, du campus, le lien avec l'école, ça. C'est le pied sur le frein, là. C'est un projet qui est très sérieux. C'est un projet à un moment donné à laquelle on nous a demandé finalement que les fonds n'étaient pas là pour le moment, mais de garder ça à vue, que c'est un projet qui intéressait aussi plusieurs partenaires. Mais on en est là. C'est un projet aussi qui était initié par le Centre de services scolaires, à laquelle on nous avait demandé d'être partenaire. Puis l'école grandit aussi. On est presque à doubler le nombre d'élèves depuis les 10 dernières années. Fait que là, on arrive presque à 80 élèves. Moi, quand j'ai... Vous avez des contraintes de développement, là? J'ai eu des moments où j'avais 35 élèves dans mon bus, parce que je fais encore du transport scolaire, pour ceux qui me connaissent, mais là, on a doublé facilement. Puis de plus en plus, l'intérêt aussi de moderniser l'école, le centre de services aussi a ce souci-là. Puis pour nous, d'ajouter des services, c'est pas rien qu'au niveau des jeunes, au niveau des ados, au niveau du troisième âge, puis après ça, le service de garderie. Fait qu'on n'a pas de lieu. Service de garderie, parlons-en, là, avec tout ce qui s'est passé avec le dégât au sous-sol de l'église. Oui, la garderie a été délocalisée. Qu'est-ce qui arrive avec l'église? Bien, finalement, on est obligé de la fermer parce que finalement, c'est un lieu physique temporaire. Parce qu'on n'avait pas trouvé de locaux communautaires qui permettaient à un moment donné de s'installer de façon plus sécuritaire aussi. Mais malgré que l'église, c'était bien, mais c'est quand même un bâtiment d'une centaine d'années. Oui. Fait qu'il y avait un peu... on a des odeurs d'huile qui est apparues parce que c'est quand même un système qui fonctionnait au mazout. Au mazout. Fait que là, on n'a pas pris de chance avec ça. Est-ce que ça compromet l'avenir de l'église à Petite-Rivière? Non, absolument pas, parce qu'on a fait des analyses sur l'environnement, puis c'est très minable. C'est une affaire finalement, c'est une fuite d'huile qui avait autour des brûleurs à l'huile, comme on a connu à l'époque où tout le monde chauffait au mazout. Fait que là, c'est facilement décontaminable, puis c'est pas majeur. On estime à quand le retour potentiel de la garderie, par exemple? Oui, elle ne viendra pas là. Non, c'est pour ça que je vous dis que le projet du campus, le milieu de garde, le milieu familial, était important de l'avoir là. Oui. Ça reste tout le temps que c'est un lieu qui a été choisi, qui est priorisé. À l'endroit près de l'école, où les jeux, déjà, dans la cour d'école, sont déjà là pour le centre de services scolaires. C'est encore l'endroit qui nous permet de le faire, puis c'est là qu'on a ciblé. Parce que l'église, c'est vraiment une formule temporaire. On n'avait pas d'endroit, là, qui était vraiment d'espace suffisamment grand pour faire un 9 places ou un 12 places. Là. Autre sujet qu'on a entendu parler récemment, l'oiseau mécanique ne revient pas pour l'été 2025 à Petite-Rivière. Il y avait encore, pour la deuxième année consécutive, des plaintes. Est-ce que vous en avez entendu parler de votre côté? Bien, écoutez, les plaintes étaient quand même mitigées. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y a eu beaucoup d'améliorations l'année dernière. Oui. Cette année, bien, écoute, je ne connais pas nécessairement la raison. J'ai appris la nouvelle comme tout le monde, là, dans l'info, d'information.
Peut-être aussi qu'ils ont besoin peut-être de revoir. Est-ce que le nombre de personnes attitrées, je ne connais pas du tout les raisons qu'ils font. Êtes-vous soulagé, vous, en tant que maire, là? Ah, c'est sur pause, là? Ah, bien, écoutez, il y a peut-être quelques citoyens qui, c'est sûr qu'on est toujours surpris qu'il y avait des endroits qui, quand même, à laquelle ça dérangeait un peu. Ça dépend toujours comment est-ce que c'est ciblé, le système d'eau-parleurs, ainsi de suite, mais il y a des endroits plus près de la station de ski à laquelle ça dérangeait. Oui. Puis, mais on faisait des efforts pour corriger. Là, cette année, mais pour le moment, ça va être à off là, pour cette année, mais ils veulent peut-être revoir la formule aussi. Là, on n'a pas les informations pour le moment. C'est un projet à caractère privé. Économiquement, ça faisait quand même voyager beaucoup de touristes. Vous étiez en faveur, là? Ça permettait des retombées économiques, là? Oui, je l'ai fait aussi à quelques reprises. Je trouvais ça fantastique. Sauf qu'évidemment, on ne se figure pas quand on est en montagne que le bruit peut finalement garder toujours à ces endroits-là, mais qu'il y a des conditions, la nature, les vents, etc., là, la basse température, l'humidité, fait qu'à un moment donné, le son voyage à travers la montagne, puis il y a des endroits où ça dérange les gens. Puis ça, je les comprenais aussi. Sauf qu'on ne pouvait pas remettre en question un projet d'un tel investissement pour ces affaires-là. On a plus demandé est-ce qu'il y a moyen de déplacer un peu le système pour permettre d'améliorer ça. Ça a été fait, mais il y avait peut-être encore de la place à amélioration parce que les gens me disent « Oh, on entend encore des choses. » On entend encore. Donc, retour potentiel à l'été 2026. Été 2026, il y aura eu les prochaines élections, les élections municipales du Québec qui arrivent en novembre 2025. Vous avez annoncé que vous vous représentez. Vous avez été élu pour la première fois, M. Bouchard, le 6 février 1984. Avec plus de 250 voix de majorité face à votre opposant de l'époque. 41 ans plus tard, là, je vous demanderais, qu'est-ce qui vous anime autant encore dans la vie politique municipale? Bien, écoutez, d'abord, j'aime mon village. Hein, on le fait pour implication. Et étant passionné de développement aussi, ça m'a amené à être décisionnel par rapport au paysage, par rapport à ce qu'on pouvait faire dans notre village. Puis moi, ce qui était les dossiers les plus importants, c'était les infrastructures de base de réseau d'aqueduc et d'égouts, à laquelle, quand je me suis impliqué là-dedans, le premier volet que j'avais, c'était les loisirs. Avec les jeunes, puis là, je me suis dit, le centre de services scolaires, qui était à l'époque la commission scolaire, c'est pas vrai qu'on va organiser finalement des modules de jeu uniquement dans le secteur des terrains municipaux. On peut-tu les installer dans la cour d'école pour que tout le monde puisse en profiter? Puis ça a développé ce goût-là là, de voir réussir des petits projets à l'intérieur des programmes de l'époque. Bien là, aujourd'hui, à mesure qu'on a avancé, bien, je me suis mis la main à la porte pour les réseaux d'infrastructures qui sont la base de développement d'un village, parce qu'il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien de tout. Fait qu'il y avait trois phases de projet. Fait que je me suis acharné à ça, puis ça a bien été. Mais on a travaillé fort avec une équipe aussi qui était extraordinaire. Fait qu'on a réussi tout ça. Puis quand j'ai quitté, je dois dire que j'avais vraiment la situation de devoir accompli. Et je me suis dit, au moins, que je ferais toujours, quand je vais ouvrir la champlure, je vais toujours dire au moins on a emmené un service essentiel aux citoyens de Petite-Rivière qui s'alimentaient par des sources dans la montagne, qui n'étaient pas toujours potables non plus. Oui. Puis sinon, les chasseries d'été, des fois, vous êtes obligés de tirer des tuyaux d'une rivière à l'autre pour pouvoir permettre d'alimenter de l'eau aux citoyens. Mais là, maintenant, ça, c'est des projets... on est rendu ailleurs aujourd'hui. On annonce un 20 logements plus de 8 millions de dollars. Voilà, ça a permis, à un moment donné, tout le développement à base de la montagne, parce que tout ça est greffé. Le territoire à Petite-Rivière, même si c'est 145 45 km², pardon. Mais quand on arrive sur le territoire, avec ce qu'on a, les espaces sont quand même restreints. Avec les normes, là, à partir de Q2 R8 en 1984, à laquelle le gouvernement imposait l'installation des fosses optiques et des champs d'épuration, la plupart des maisons n'étaient pas capables de le faire, ça c'était souvent en ciel ouvert. Vous avez travaillé Mais là, le réseau d'aqueduc et d'égouts devenait obligatoirement essentiel pour pouvoir permettre, à un moment donné, aussi de faire des lotissements plus étroits, puis de construire... Est-ce qu'il y a d'autres projets, si on regarde vers l'avenir, que vous aimeriez entreprendre pour votre prochain mandat? Êtes-vous déjà à avoir cette réflexion? Bien, moi, je me suis inscrit dans la continuité. Quand même, déjà, dans ce 4 ans-là, j'ai dû aussi à m'ajuster. J'avais quand même laissé en 2009. Ça fait quand même plusieurs années. Oui. Et quand je suis revenu, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, les lois, puis l'organisation, puis il y a eu la pandémie, ça a vraiment tout changé. La façon de moi de travailler était plus la même qu'elle est aujourd'hui. Fait que j'ai dû m'adapter. Mais là, ça a bien été. Puis j'avais une équipe aussi, pas une équipe à moi, mais je veux dire, les gens qui étaient en place, à un moment donné, m'ont permis aussi de m'ajuster aussi avec l'administration, tout ça.
Puis ça m'a donné le vent d'un voile de continuer. Hein. Et à l'époque, je ne pensais pas que j'avais encore une petite flamme à l'intérieur de moi quand on est venu me chercher pour continuer. Et c'est vrai qu'on est, quand c'est difficile d'en sortir quand on est là depuis 30 ans, puis qu'on vient nous chercher, puis on dit on a encore des choses à faire. Fait que là, surtout là, la réussite du 20 logements, qui est un projet qui avait été commencé antérieurement par l'autre équipe, mais avec la pandémie, tout avait été abandonné. On a ramassé ça, c'était difficile. On a commencé à monter le montage financier avec les partenaires, la SHQ. Mais ça a été un travail d'équipe extraordinaire qui a permis aujourd'hui d'avoir l'ouverture officielle, puis l'appel de terre du mois dernier. Ben oui. Puis là, ben, ça va emmener 20 familles supplémentaires. Et ben là, ça va être un projet 1, ça. Fait qu'on va voir si ça va bien. Parce que la formule maintenant des constructions. Peut-être en voir d'autres. Ben, parce que la formule des constructions résidences aujourd'hui, avec les coûts, puis que ça emmène, si vous regardez nos jeunes du village qui veulent s'installer avec des familles, à construire les terrains, là, les montants que les terrains se vendent aujourd'hui, ça devient difficile pour des jeunes d'avoir la première acquisition ou d'avoir un logement. Fait que là, avec ça, ben, ça donne des opportunités. Puis il y a aussi d'autres demandes avec les travailleurs. Fait que imaginez-vous, les travailleurs déjà tout du Club Med, et ainsi de suite. De beaux défis à venir. On voit que vous êtes prêts là, pour les prochaines élections. Vous avez le feu encore. Je vous remercie d'être venu nous voir en studio ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Merci, ça me fait toujours plaisir de faire le tour de mon village en communiquant. Merci.